Alors ici on est dans le prolongement du second rempart, celui du 13e, 14e, 15e siècle. Et ce que vous voyez au fond un peu comme une meule, ça s'appelle une échauguette. Donc c'était un poste de guet. Il y avait un gardien qui était à l'intérieur, qui était chargé de surveiller les environs. Et quand il voyait une troupe armée arriver avec des velléités d'assiéger le château, par un système de drapeau, il prévenait le château là-haut. Alors, système de drapeau, ça devait être drapeau vert comme sur les plages, tout va bien, drapeau rouge, attention, il y a danger. Alors là-haut, ils avaient le temps de prévoir les réjouissances, c'était la poix bouillante, la résine, les grosses pierres. Et ça se battait souvent, hein, parce qu'ils avaient, à part la bouffe, boire, faire l'amour et faire la guerre, il y avait que ça. Il n'y avait pas le journal, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien du tout. Alors ça se battait souvent, mais ce n'était pas les batailles comme on voit à la télé ou dans les films hollywoodiens. Hein. À mon avis, il devait y avoir 20 gardiens, il y avait 25 assaillants. En plus, ils traversaient le bois de chêne sur un sentier en terre battue, donc ça faisait une fumée, ils étaient repérés 3/4 d'heure avant. Alors ils arrivaient avec leur arbalète, ils balançaient 2-3 flèches, ils disaient salut, on verra demain, ils se donnaient quelques noms d'oiseaux, et puis là, ils revenaient le lendemain ou 2 jours après. Mais ça s'est battu quand même très souvent. Oui, c'était ça, c'était une distraction. C'était des visites amicales. Histoire de promener les chevaux. Alors une des grandes richesses de Mirmande, entre 1800 et 1860, ça a été l'industrie du verre à soie. Alors pourquoi Mirmande? Pourquoi la Drôme? Pourquoi l'Ardèche? Pourquoi d'autres villages du nord du Rhône? On va dire que 1800, c'est le balbutiement des chemins de fer, et tous les transports de marchandises se font encore par bateau. François Ier avait donné le monopole de la soie à la ville de Lyon. Alors donc c'était facile d'amener les bobines de fil au Rhône. Là on les chargeait sur des bateaux. Et tout le long du Rhône, il y avait des chemins de halage avec des chevaux qui tiraient les bateaux pour remonter à contre-courant pour arriver jusqu'à Lyon pour être tissés. Donc Est-ce qu'ils ont des arbalètes? C'est les brigands qui arrivent. Donc dans tous ces villages, on a construit 3 sortes d'édifices. Des magnaneries, des filatures et des moulinages. La magnanerie, c'était... Vous connaissez un petit peu, non, comment ça se passe? Vous aussi, non? Oui, vous connaissez l'histoire de la soie, comment ça se passe, les industries, tout ça? Vaguement. Bon bah, on va faire un petit truc général. La magnanerie, c'était l'endroit où on allait élever le ver à soie. Donc le ver à soie, le nom scientifique, c'est le bombix du mûrier. Alors on mettait ces vers à soie sur des planches et on les installait à l'intérieur de la magnanerie dans une salle qui était en général carrée ou rectangulaire, et à chaque angle il y avait un feu de cheminée. Et on servait encore des bois des chênes pour alimenter ces feux de cheminée, parce qu'il fallait que le verre reste toujours à la même température. Le cycle entre le début du verre jusqu'à l'éclosion, enfin la rupture du cocon pour que le verre devienne un papillon, ça durait 3 semaines. On ne conservait que 5% des cocons pour les amener à maturité pour pouvoir faire de la reproduction. Sinon 95% des cocons servaient pour faire du fil de soie. Alors on donnait à manger ces charmantes bestioles les feuilles du mûrier. Il y a 2 sortes de mûrier. Il y a le mûrier sauvage, donc les ronces, où il y a les petits fruits qui font les petites tartelettes agréables à manger, et puis la confiture. Mais ça, c'est pas ça du tout, sinon c'est un arbre qui est assez grand, qu'on appelle un mûrier platane, et qui a 2 variétés, lui, celui qui donne les fruits blancs et celui qui donne les fruits rouges. Et on donnait à manger au ver à soie uniquement les feuilles du mûrier blanc, parce qu'on s'est aperçu que si on donnait les feuilles du mûrier rouge, ça allait colorer légèrement la soie en orange, et ça, ils n'en voulaient pas, sauf quand ils avaient une commande particulière. Par contre, pour qu'il y ait une bonne pollinisation, il fallait les 2 arbres. Si vous n'en enviez qu'un seul, il n'y avait plus rien du tout qui se passait. Donc des mûriers, il y en avait partout. Ces bêtes-là mangeaient, ces charmantes bestioles, comme je les appelle, ça bouffait 24 heures sur 24 dans un bruit d'enfer. C'est terrible le bruit que ça peut faire. Et c'est d'une voracité. Par exemple, une idée, 7 vers du début, la dernière semaine, les 7 mêmes vers pouvaient manger jusqu'à 100 kg de feuilles par jour. Et il leur fallait de la feuille fraîche, hein, c'est-à-dire que la feuille que vous avez cueillie le matin à 6 heures, c'est pas la peine de leur donner à midi, il fallait en chercher d'autres. Donc, ils mangeaient, un fil se formait autour de leur corps, et après, une fois que le cocon était formé, à l'intérieur le ver allait se transformer en chrysalide, puis allait se transformer en papillon. Donc pour éviter que ce papillon ne sorte et casse le cocon, parce que dans le cocon il n'y avait qu'un seul fil qui pouvait faire entre 1 et 2 km de long, on les amenait dans les filatures et là on allait les ébouillanter. Et ensuite on n'avait plus qu'à tirer le fil. La filature était en général construite toujours à côté d'un cours d'eau, parce qu'on servait d'une roue à aune qui allait entraîner des poulies, des courroies.
À la fin de la chaîne, il y avait un axe, on mettait la bobine dessus, on accrochait le fil, et puis on débrayait et ça tournait tout seul, ça dévidait le cocon. Ici, c'est une filature qui a été terminée en 1802 dans le mur d'enceinte du village. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'eau à côté. Alors ils ont eu l'idée de remplacer cette roue à eau par une chaudière à vapeur. Ça a été la première usine à soie à vapeur de France. Elle avait 38 bassines et elle faisait travailler, le mot est faible, 70 orphelines dirigées par des religieuses. Un peu plus loin, il y avait une autre filature qui avait 70 bassines et 150 orphelines. On prenait des enfants parce qu'elles avaient des très bons yeux et des tout petits doigts. Seulement, elles travaillaient dans des conditions épouvantables, elles travaillaient 18 heures sur 24, elles étaient bien souvent battues, elles n'avaient pratiquement rien à manger, du pain sec et de l'eau. À force de chercher le fil, comme c'était éclairé par des torches, avec la flamme qui vacillait, et puis manque de carence de vitamines, elles arrivaient à devenir aveugles, les yeux qui commençaient à ne plus bien marcher. Et puis vous aviez aussi le fait qu'elles s'ébouillantaient avec les bassines. C'était très humide, donc elles arrivaient à avoir des problèmes au niveau des bronches, donc ça commençait par un rhume, après c'était des bronchites, après c'était une pleurésie, puis ça se terminait bien souvent en tuberculose. Alors en général, elles travaillaient 5-6 ans, après on les virait, puis on prenait de la chair fraîche pour recommencer. Une fois qu'on avait vidé ce cocon, donc le fil était sur des petites bobines, petits bobineaux. Et ces bobineaux, on les amenait dans des moulinages où là on allait réunir plusieurs fils ensemble pour n'en faire qu'un seul. On appelait ça une tresse. Il y a des tresses à 2 fils, à 3 fils, à 4 fils, à 5 fils, à 6 fils. Plus il y avait de fils, plus la soie était solide, par contre moins elle était brillante. Alors donc c'était en fonction de ce qu'on voulait. Et ces tresses, on les mettait sur des bobines, qui étaient à peu près comme ça, qu'on appelait des coconniers. Et c'est ces coconniers qu'on amenait au Rhône pour prendre le bateau pour aller jusqu'à Lyon. Alors voilà en gros le cycle de l'industrie du verre à soie. Pendant 60 ans, ils vont faire beaucoup d'argent. 1860, c'est le déclin de ces industries. Il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est le parasite de la vigne, le phylloxéra, va se mettre dans les mûriers. Pour les mûriers, on va appeler ça la pébrine. La seconde raison, c'est la découverte de la soie artificielle qui plus tard est devenir la rayonne et tous ses dérivés, le nylon, enfin toutes ces choses-là. Et la plus grande raison, c'est l'ouverture du canal de Suez qui vont faire que les soies vont venir d'Extrême-Orient à moindre prix et déjà pratiquement toutes tissées. Alors là, les usines ferment les unes après les autres et les gens commencent à aller travailler autre part. Pour vous donner une idée, on a vu tout à l'heure que sur la commune de Mirmande, il y a à l'heure actuelle 550 habitants. En 1860, au moment de la fermeture de la première usine, il y avait 2500 habitants et 1500 ouvriers. Donc ça faisait 4000 personnes. En 1878, il ne reste plus que 1000 habitants et en 1914, à peu près 200. Donc c'est... Alors les gens s'en vont. Ceux qui vont rester, c'est les anciens. Ils se disent, voilà, nous on est nés à Mirmande, il n'y a aucun problème, on veut mourir à Mirmande. Voilà. Seulement le problème, quand on commence à avoir 75, 80, 85 ans, 90 ans, pour monter dans le village, c'est un peu compliqué. Et eux, ils possédaient les maisons qui étaient situées le plus en haut du village. Et ils avaient eu quand même l'idée d'échanger ces maisons-là avec celles des enfants et des petits-enfants qui, faute de place constructible sur Mirmande, avaient fait construire en plaine. Alors ils disent, voilà, bon bah nous on est là, les enfants ils sont plus là, les petits-enfants sont plus là non plus, mais on a notre maison, on va rester là. Mais il faut quand même trouver quelque chose pour pouvoir vivoter. Alors ils recommencent à faire un peu d'agriculture, mais c'est uniquement pour leurs besoins personnels, c'est-à-dire ils ne vendent pas leurs produits. Ils vivotent, arrive le moment de payer des impôts, tout le monde. Alors il faut payer des impôts sur leur maison principale, puis des impôts sur les maisons qu'ils possèdent dans Mirmande où il n'y a personne qui habite. Ils manifestent, ils gueulent, on les écoute, on leur dit voilà, vous gardez votre résidence principale, les autres maisons que vous possédez dans le village, mais que vous n'habitez pas, si vous voulez ne pas payer d'impôts, il va falloir boucher les fenêtres, boucher les portes et arracher les toitures. Comme ça, on est sûr que personne n'habite. Donc il est resté 2 maisons sur 10 avec une toiture. Quand André Lotte arrive 50 ans plus tard, ça donne tout ce qu'on a vu, ça donne des ruines. Le plancher s'est effondré, les murs. Alors lui, il achète une ruine, il en achète une seconde. Comme je vous disais, ça valait rien. Le groupe André Lotte va acheter jusqu'à 80-90 maisons dans le village. Celui qui achète, alors ils vont les faire retaper la plupart. Celui qui achète par exemple l'ancienne filature ici, il la fait retaper, il achète le terrain à côté sur lequel il y a 7 ou 8 maisons en ruine. Et on comprend aisément que du jour au lendemain, il n'a pas voulu vendre un morceau de terrain pour qu'il y ait une maison d'un étage et demi qui va se mettre sous ses fenêtres. Mais comme maintenant, ça vaut des sous, même à l'état de ruine, donc ils vont les faire, ça commence à se vendre, il y en a quelques-unes qui sont vendues depuis 4-5 ans, et je pense que d'ici une vingtaine d'années, toutes ces ruines seront retapées et Mirmande aura retrouvé toutes les maisons qu'il avait en 1860.